Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature. Si vous êtes sur un chemin de développement spirituel ou personnel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Graines d'étoiles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Sylvia. Donc, bienvenue à toi Sylvia. Merci, bonjour. Et Sylvia, elle est professeure de yoga et entre autres, c'est elle qui m'a formée au yin yoga et qui m'a fait tomber complètement amoureuse de cette pratique. Je l'admire beaucoup parce qu'elle a ce don d'incarner pleinement en fait ce qu'elle enseigne. Et donc elle va nous parler aujourd'hui, on a choisi d'évoquer le sujet ensemble du vide, de l'immobilité, de la lenteur, donc ce qui est un sacré challenge pour moi, je dois avouer en ce moment. Donc je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ce sujet, Sylvia. Et est-ce que tu pourrais commencer par nous en dire un peu plus sur qui tu es ? Tout d'abord, merci Sarah pour ton invitation sur ces beaux podcasts. Alors, qui je suis donc, comme tu l'as déjà dit, professionnellement, je suis prof de yoga et plus particulièrement le yin yoga, qui est vraiment une pratique qui me tient beaucoup à cœur. Mais autrement, personnellement, je dirais que je suis quelqu'un qui est sur la quête du bonheur, des bonheurs dans sa forme pure et simple, un sort de bonheur durable où on arrive à être juste tout simplement bien avec soi-même, justement pendant ces moments vides, quand il ne se passe rien et on est tout simplement confronté à soi-même. Waouh. Tu arrives à y être dans dans ce bonheur et cette sérénité permanente ? Pas du tout, c'est les processus, voilà, c'est les processus que j'ai commencé il y a environ 8 ans. Et justement, sur ce processus, j'ai découvert que pour ma part, et peut-être c'est pareil pour d'autres personnes, je trouve que le bonheur n'est pas quelque chose qui est acquis et que c'est quelque chose que je dois justement cultiver. Et je le cultive à travers ce schéma de développement spirituel, des connaissances à soi. Voilà, en gros, c'est quelque chose qui me demande du travail. Le bonheur n'est pas acquis pour moi. Voilà, donc c'est les chemins. C'est peut-être les chemins qui va durer toute la vie, mais je suis tout à fait prête à accepter cela. Et du coup, justement, c'est quoi pour toi la vision de la spiritualité que tu portes ? Alors pour moi, la spiritualité, c'est une sorte de, tout d'abord, connexion à soi que je cultive à travers la pratique d'introspection, présence à soi. Et cette pratique, quelque part, m'amène à un meilleur bien-être, ce qui me permet aussi d'être plus en harmonie avec le monde, avec la nature. Donc, c'est aussi pour moi comme quelque chose de la non-séparation avec le monde, avec la nature. Donc, ces sentiments de ne pas se sentir supérieur par rapport à autres êtres, mais vraiment se sentir en harmonie, que nous partageons tous ce monde. Voilà. Pour donner un simple exemple, les respects pour les tout petits êtres, comme les insectes. Voilà, vraiment honorer tous les êtres et se sentir en harmonie avec la nature, avec les autres et avec soi-même. Du coup, tu as commencé un peu à en parler en fait dans ta vision de la spiritualité, mais c'est quoi précisément ton rapport au vide, à l'immobilité ? On sent que ça fait vraiment partie de ta pratique spirituelle, mais comment tu l'incarnes vraiment au quotidien ? Dans ma pratique personnelle, je pense que déjà la méditation en fait une très grande partie. Je dirais que la méditation, c'est ma pratique la plus importante que l'hygiène physique. C'est vraiment devenu quelque chose qui est, je dirais, indispensable pour moi. La méditation, justement, c'est ces moments où je suis avec moi-même, un sort de moments vides. Je cultive tout simplement comme une relation intime avec moi-même sans chercher à faire, mais juste observer, juste accueillir les moments présents.
Alors moi, j'avais quand même une question que j'avais envie de te poser parce que j'ai pas la réponse honnêtement. C'est quoi ne rien faire? Alors, ne rien faire, je dirais que ça sera laisser de côté des objectifs à atteindre, laisser de côté tout ce qui est action. Des fois, il y a rien à faire, mais quelque part, on est conditionné par l'action. On a envie de faire et on va peut-être même naturellement avoir un comportement un peu agité parce que quelque part, c'est devenu notre nature de faire. Mais des fois, il n'y a rien à faire. Et quand il y a rien à faire, c'est intéressant de juste accepter cela et aussi quelque part explorer ces moments qui nous amènent vers une certaine lenteur où naturellement, quand on laisse de côté l'action, peut-être au tout début, le mental va commencer à flipper parce qu'on est dans notre nature, c'est vas-y, donne-moi quelque chose à faire, j'ai besoin de m'occuper parce que c'est être confronté à soi-même, ce n'est pas toujours confortable quand on n'a pas l'habitude. Donc, au début, il peut y avoir cette résistance, ces malaises, comme vraiment un grand inconfort, mais si seulement on s'engage, on fait cette expérience de ne pas répondre aux besoins, aux envies des mentales, de juste attendre 1, 2, 3 minutes, il y a une certaine transformation qui se produit. Cette résistance commence à nous quitter. Il y a comme une lenteur qui se met en place. Donc, les mentales ralentit, du coup, l'activité du mental s'est réduite. Et si on arrive à maintenir cet état d'immobilité, voilà, être dans le vide, on peut vraiment être surpris par les bien-être qui ont ressurgi. C'est vraiment magique, mais il faut rester. Voilà, il faut, puisque donc au début, on commence, il y a cette résistance, mais si on reste, on va aller au-delà de ces résistances. Il y a les lâcher prise derrière. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que ne rien faire, c'est se retrouver finalement face à soi-même, rester dans le présent, en fait, seul face à soi-même. Tu nous disais au début que ça faisait 8 ans que tu avais entamé ce parcours. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Alors, donc, je pense que avoir entamé ces parcours m'a permis de créer vraiment une meilleure relation avec moi-même. Et je pense que là où ça crée une plus grande différence dans ma vie, c'est comment j'ai réagi face aux événements autour de moi. Voilà ce qui s'est produit autour de moi. Quelque part, cette pratique que j'ai entamée m'a créé quelque part de devenir plus solide à l'intérieur où je ne vais pas m'effondrer à chaque petite perturbation venant de l'extérieur. Je pense que j'ai réussi quelque part à mieux incarner les concepts de l'impermanence que je me rappelle constamment. Et c'est ça qui me permet voilà, d'être quelque part plus stable face aux événements, par exemple, comme la crise sanitaire, face aux grands événements qui pourraient quelque part perturber une vie de quelqu'un. Et donc, je pense que ma pratique m'a permis, voilà, quelque part de rester plus zen dans le monde des chaos, voilà, face aux événements qui peuvent être perturbateurs, hein. Est-ce que tu y arrives tout de suite ou tu es obligé de prendre ce recul en fait? Ou est-ce que tu y arrives automatiquement? Je pense que c'est pas toujours pareil. J'ai quelques exemples en tête. Après, je pense que il y a aussi un facteur des fois qui entre en jeu. Par exemple, cette année, donc j'ai eu un grand événement qui a vraiment changé ma vie. C'était l'opération de mon mari qui a reçu une greffe des bras. C'est un événement où il y avait énormément d'incertitudes, même si on s'est préparé à ça pendant des années. Quand c'est le jour J, on ne se sent pas du tout prêt. Mais quelque part, je pense que j'ai tendance à porter des lunettes roses et de voir la vie en rose.
ce qui peut être quelque part, je trouve que c'est peut-être une attitude assez naïve, mais personnellement, ça m'aide. Ça m'aide dans ma vie de voir la vie en rose. Voilà, c'est mon choix. Donc, quelque part, c'est le mélange d'avoir la foi, que tout se passe bien, et aussi de se rappeler constamment les principes de l'impermanence et que c'est dans la nature de la vie, de notre existence, qu'il y a ces mouvements entre chaos et cohérence et que c'est des étapes, mais ça finit toujours par changer. Les principes dont tu nous parles depuis le début, c'est quand même très lié à ce que tu transmets dans le Yin Yoga. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur cette forme de yoga et qu'est-ce que ça t'apporte? J'imagine que ça sous-tend pas mal tout ton chemin spirituel finalement depuis quelques années. Par rapport à la pratique des yin yoga, c'est vrai que je l'ai commencé pas forcément pour moi, mais plus vraiment, j'ai trouvé que j'en avais besoin en tant qu'un outil des profs de yoga, puisque j'ai été un peu perturbée au début de ma pratique en tant qu'enseignante, de ne pas avoir des outils nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins particuliers des différentes personnes. Et ma vision des choses, c'était vraiment de pouvoir réunir les personnes des différents profils, différents âges dans les mêmes cours. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers les yin yoga. Voilà, donc c'était plus les choix stratégiques au tout début. Petit à petit, à force d'enseigner cette pratique, j'ai vraiment découvert la magie des yin yoga. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique, le yin yoga est une pratique qui se distingue par une certaine simplicité. Alors, pas dans le sens facile, la simplicité parce que nous faisons très peu de postures. Ce sont des postures qui sont pratiquées surtout au sol. Ces postures sont maintenues pendant quelques minutes et on va laisser de côté les concepts d'alignement corporel, mais on va plutôt chercher à laisser les corps prendre la posture, donc vraiment adapter la posture à son corps. Voilà, donc il y a cette simplicité où on n'a pas besoin d'aligner, on fait pas, voilà, il n'y a pas beaucoup d'action, il y a très peu de choses qui se passent dans la pratique des yin yoga de l'extérieur, mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur, puisque justement, en se mettant dans une posture en yin yoga, nous allons la maintenir pendant quelques minutes et du coup, cela nous permet de pratiquer de l'introspection. Donc, on se retrouve face à soi-même. Ce n'est pas toujours confortable, surtout pour ceux qui découvrent la pratique. Ce qui commence, ça peut être assez déstabilisant. Voilà, donc on enlève à notre mental l'action, les tâches, les choses à faire, ce qu'il aime le plus, ce qu'il aimait vraiment dans sa zone de confort. On lui enlève, voilà, tout ça. Et donc, on est confronté à soi-même. Ça peut remuer des choses, ça peut créer des inconforts sur tous les plans, physique, mental et émotionnel. Mais il y a ensuite un grand cadeau qui s'offre à nous, le cadeau d'une certaine résilience. Si on arrive à lâcher prise et trouver les conforts dans l'inconfort, dans la pratique de yin yoga, sur notre tapis, je suis vraiment persuadée que cela peut aussi se produire à l'extérieur de notre tapis de yoga, donc dans notre vie quotidienne, cette résilience justement qu'on a évoquée avant, qui nous permet de ne pas s'effondrer à chaque perturbation venant de l'extérieur, puisqu'on est, voilà, on se rappelle que de toute façon, tout est impermanent, tout change et la seule chose qui est permanente, c'est les changements. Wow, merci, ça me touche beaucoup parce qu'effectivement j'expérimente beaucoup ça grâce à toi et c'est vrai que c'est très puissant comme pratique. Très inconfortable pour moi mais très puissant derrière le cadeau. J'avais envie d'évoquer un sujet aussi avec toi qui est à mon avis lié à l'immobilité, au vide, c'est celui de la solitude. Parce que je pense que du coup c'est un des moyens en tout cas d'être dans le vide et l'immobilité. C'est quoi ton rapport toi du coup vis-à-vis de la solitude? Alors, je voudrais commencer par clarifier ma définition de solitude qui n'a rien à voir avec les sentiments de solitude, c'est sentir seul, mais c'est plutôt créer l'espace
pour être avec soi-même. C'est cette solitude qu'on retrouve dans la méditation, voilà, la pratique des présences qui nous permet vraiment de nourrir une relation intime avec soi-même. Il y a une citation que j'aime énormément, que je partage souvent dans mes cours de Yin Yoga. C'est une citation d'un philosophe, Blaise Pascal, qui dit que tous les problèmes de l'humanité découlent de l'incapacité de l'homme à s'asseoir seul dans une pièce. Donc justement, c'est exactement ce à quoi sont confrontés les pratiquants de Yin Yoga qui viennent pour toute la première fois. Ces grands inconforts d'être seul, confronté à soi-même. Pour moi, c'est quelque chose qui est très naturel et quelque part, c'est ma zone de confort puisque je suis de nature plutôt introvertie. Donc moi, justement, être seule avec moi-même, c'est ma zone de confort. C'est là où je me nourris, c'est là où j'apporte quelque part de la nourriture à mon âme et c'est là où je me ressource. Donc pour moi, c'est beaucoup les temps dans la nature, la présence des animaux. Donc j'ai la chance d'être dans la nature quotidiennement puisque j'ai 3 chiens qui ont des besoins de balades et avant je faisais des balades urbaines et puis avec les premiers confinements je suis passée aux balades plutôt à la campagne dans la nature donc j'ai la chance de croiser des vaches et des chevaux presque tous les jours et juste m'arrêter les regarder j'ai la chance aussi souvent les caresser. C'est ça qui me nourrit. Et je les fais, voilà, quand je fais mes balades, je suis souvent seule. Et juste cette immersion dans la nature. Je pense que la nature, c'est vraiment un des meilleurs médicaments. Mais on peut vraiment savourer ces moments dans la nature quand on est dans cette harmonie, connexion aux autres êtres, où on arrive vraiment à s'émerveiller par leur présence, la présence des petites choses comme un petit papillon. Voilà, maintenant, je m'émerveille avec les couleurs d'automne, les feuilles qui tombent. Pour moi, c'est ma zone de confort, être seule. C'est vraiment quelque chose que j'aime, où je me nourris. En t'écoutant, je me faisais la réflexion que finalement, tu as trouvé la pratique parfaitement adaptée à ta personnalité. Exactement. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de profs. On se forme en yoga, mais après, on met plusieurs années, on met du temps en fait à trouver notre identité dans la pratique de yoga, puisque le choix aujourd'hui est extrêmement vaste. C'est un peu comme la danse, on a du hip-hop, on a du ballet, et avec le yoga, c'est pareil. On a vraiment un vaste choix des styles, et c'est vrai que le yin yoga correspond parfaitement à ma personnalité et c'est dans la pratique de yin yoga que je me sens vraiment à ma place en tant que prof de yin yoga. L'idée, c'est de montrer aussi qu'on est tous des graines d'étoiles en chemin. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un challenge que tu as encore aujourd'hui, lié à ce sujet ou autre d'ailleurs? Alors, donc, bien sûr, les challenges, je peux en trouver facilement, mais celui qui me parle par rapport à notre sujet, ça serait les problèmes de culpabilité que je rencontre des fois face à une sensation de ne pas être productif, puisque dans le monde dans lequel on vit, dans la société occidentale, quelque part, c'est nos programmes, c'est les programmes qu'on acquis à l'âge assez jeune, et ce n'est pas tellement facile de s'en libérer. Voilà, donc même si dans ma pratique et dans mon développement spirituel, j'ai embrassé les moments vides et c'est quelque chose que j'incarne de mieux en mieux. De temps en temps, il va y avoir des moments où je me dis, tu as tout ça à faire, tu as rien fait. Et puis aussi des fois, croiser des personnes qui sont très productives.
ces moments des comparaisons, voilà, c'est des petits parasites qui m'accompagnent encore de temps en temps, dont je ne me suis pas complètement libérée. Ça va beaucoup mieux, mais quelque part, je pense que c'est parce qu'on est victime de ces programmes de la vie occidentale. On est programmé pour faire, on n'est pas programmé pour être, mais pour faire. Waouh. Alors, moi, ça me déculpabilise beaucoup ce que tu dis, paradoxalement, parce que je me dis, si même toi, tu culpabilises un peu, c'est normal si ça m'arrive aussi quand je suis et que je fais pas. Donc, merci beaucoup à toi d'être. Bien sûr, mais encore une fois, comme je dis, voilà, c'est vraiment un chemin. Peut-être ça va durer toute la vie. Déjà, je pense que la moitié des chemins, c'est d'arriver à se rendre compte, d'être conscient qu'il y a ça en nous. Il y a voilà, ces petits parasites qui se présentent de temps en temps, puisque à partir du moment où on en devient conscient, on peut quelque part raccourcir cette période de souffrance qu'on crée en s'identifiant avec d'autres personnes, en se disant qu'il faut être productif. Voilà, mais finalement, ça peut aussi nous amener à la question, c'est quoi être productif, être physiquement agité. On pourrait aussi faire un débat sur la question de la productivité. On fera un autre épisode. Et pour finir, j'aime bien poser la question de est-ce que tu as une astuce qui t'a aidé dans ton parcours, que tu as mis en place peut-être, que tu pourrais partager aux graines d'étoiles qui nous écoutent, ou tout simplement une recommandation de quelqu'un que tu aimerais voir interviewer sur le podcast? Une astuce, je pense que ça fera du bien à tout le monde de cultiver la pratique des méditations. Après, je sais que pour beaucoup de personnes, les mots méditation, ça fait énormément peur, ça fait flipper. Vraiment penser à cultiver les moments de présence où on est tourné sur soi, où on n'est pas juste tourné vers l'extérieur, vraiment prendre les moments pour se nourrir de l'intérieur et aussi très, très, très important, nourrir son cœur. Alors, ça me ramène à une autre citation que j'aime beaucoup, qui dit que les chemins les plus longs qu'un être humain ait à parcourir au cours de sa vie est les chemins allant de la tête à son cœur. Donc, encore une fois, par rapport au programme de la vie occidentale, on est beaucoup plus dans la tête que dans le cœur. Pour aller dans le cœur, je pense que c'est important de trouver des activités qui font vraiment chanter notre cœur. Et ça va être différent et propre à chaque personne. Pour moi, ça va être la musique. Il y a des morceaux de musique qui me touchent tout de suite et ça fait chaud au cœur. Et si on arrive à se mettre dans cet état où on est touché, quelque part on est émerveillé, et maintenir cet état pendant quelques secondes ou peut-être même une minute, ça crée comme un bien-être instantané. Donc ça va être différent à chaque personne. Voilà, pour moi, il y a la musique et aussi les animaux, voilà, les observer, les toucher. Donc voilà pour cette partie-là. Et une personne qui m'est venue à l'esprit pour interviewer dans le podcast Les Graines d'étoiles, c'est une chère amie, Adélaïde Clairvine, qui est une psychologue transpersonnelle qui m'a fait découvrir notamment beaucoup d'activités liées au développement spirituel, qui est vraiment une personne très, très intéressante. Et puis, j'aime beaucoup aussi ces concepts de psychologie transpersonnelle qui englobe un peu cet aspect voilà, des développements spirituels que je trouve très important et très intéressant. Merci pour ton conseil et pour cette recommandation, je ne la connais pas, donc j'irai voir. Merci beaucoup Sylvia pour tous tes partages. Merci à toi Sarah, merci beaucoup pour ton invitation. Et on se retrouve très bientôt sur un prochain épisode. Belle journée à tous. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.